RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Pouvoir donner les meilleurs de moi-même. Et puis, Maître Gédéon Kolela, professionnel des droits et avocat, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette marque de confiance. Et je remercie les gens qui auront l'occasion de nous suivre parce qu'ils vont disposer leur temps en train de nous suivre. Je salue aussi la présence de collégateurs. Beaucoup de considérations des éminents avocats avec qui nous allons partager cette table et nous pensons que c'est pour l'édification ou notre manière de contribuer avec l'offrande dans cet édifice que nous appelons le Congo ensemble. Voilà, nous aurons également Maître Godefroy Ilunga, professionnel des droits et avocat. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, comme mes estimés confrères qui sont passés avant moi, je dois dire que je vous remercie pour votre invitation et je vous salue en même temps que nos téléspectateurs ainsi que mes co-débatteurs qui vont partager avec moi le plateau. Et pour finir, nous aurons également Maître Claude Ngoma, professionnel des droits et avocat. Bonjour Maître et bienvenue sur ces plateaux de la Grande Tribune. Merci Madame Esther, et je vais réitérer le même vœu de salutation à mes estimés confrères issus sur ce plateau à qui nous allons discuter de ces grands débats autour de la levée du moratoire, qui c'est un sujet sensible en tout cas dans notre pays. Et je ne pourrais pas terminer mon propos sans pour autant saluer la grande équipe technique qui nous accompagne cet après-midi et surtout que ce sont des jeunes. Je ne voudrais pas citer les noms ici, mais je les salue où ils sont et aussi la grande équipe rédactionnelle du Congo Best TV. Donc nous sommes de cœur et moi je vous félicite beaucoup pour le travail que vous ne cessez d'abattre jusque-là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons commencer par vous, Maître Yannick Vombi, levé du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une mesure dangereuse dans un pays où la justice est malade et dysfonctionnelle, comme l'a même reconnu le chef de l'État? Bien, madame, merci pour la question. Je suis moi-même professionnel de droit. Je ne dirais pas que notre justice est malade. Je laisse aux politiques les champs libres de les affirmer. Moi, j'ai prêté serment pour respecter les magistrats et les décisions de justice. Mais seulement, je peux aussi émettre des avis, des suggestions, même des critiques, s'il le faut. Alors, est-ce que je suis pour la levée du moratoire ou je suis contre? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même réfléchir à haute voix avec les Congolais. Avant les moratoires pris contre l'exécution de la peine de mort, parce que c'est ça, il y a une nuance entre lever si les moratoires, lever le moratoire si la peine de mort et l'exécution. Ici, on a suspendu seulement l'exécution. Mais on condamne toujours les gens, il s'agit de mettre... Donc la peine de mort existe toujours. La peine de mort existe. Mais il y a une, sous forme d'une tricherie illégale, que moi je constate, où quelqu'un a été condamné à mort, on ne sait pas par quelle magie, la peine se transforme à une condamnation à perpétuité. Donc vous passez les restes de votre vie en prison. Mais nous sommes déjà vers les années 90, il y a un grand débat entre les abolitionnistes et les rétentionnistes. Alors pour y arriver, la France, prenons l'Union européenne, abîme beaucoup de moyens pour essayer de séduire les pays du tiers-monde en allant vers l'abolition des peines de mort. Avec comme raison, des raisons principales, si je peux le dire comme ça. La première raison principale, c'est que la peine de mort viole les principes
de la sacralité de la vie. La vie humaine est sacrée. Personne n'a le droit de tuer l'autre. Deuxième élément, ou deuxième raison majeure pour eux, les abolitionnistes disent, quoique on est en train de condamner à mort, mais le crime ne fait qu'augmenter. Est-ce que la peine de mort a un effet dissuasif? Est-ce que la peine de mort enseigne-t-elle les criminels? Alors, si sur base de ces deux éléments, ils ont dit non. Il faut aller vers l'abolition de la peine de mort. C'est comme ça que plusieurs pays africains ont d'une manière... allez, je vais le dire comme ça. Tous ont accepté d'abolir la peine de mort. Alors, pour le cas de la RDC, il a eu un moratoire. En principe, ça ne devait pas être un moratoire. On devait réviser les différentes lois, par exemple le code militaire, réviser le code pénal ordinaire. Mais on n'a pas révisé, on a mis un moratoire. De 2003 jusqu'à 2024. 20 ans ou 21 ans. Mais entre-temps, rien n'a été fait. Mais il faut dire que le gouvernement de Joseph Kabila avait donné position. Le gouvernement voulait aller vers l'abolition de la peine de mort. Mais il n'y avait pas des actes matériels, j'allais dire même de loi, qui soutiennent cette décision. Vous allez voir par exemple en 2015, lorsqu'il a fallu qu'on puisse voter la loi portant mise en œuvre du statut de Rome, il y a une tendance qui s'est dégagée à l'intérieur, c'est qu'on a maintenu la peine de mort. Vous allez vous rendre compte que même l'ancien président Joseph Kabila, en acceptant cela, constata la réalité à l'est du pays, où il y avait toujours des morts, Avec l'arrivée du statut de Rome, la Cour pénale internationale, ils se sont prononcés clairs contre l'abolition de la peine de mort. Alors, de 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous comptons plus de 10 millions de morts dans notre partie Est, du fait de la trahison et de la traîtrise, espionnage et consorts. Ce sont des raisons qui ont justement poussé le gouvernement à aller dans le sens de la levée du moratoire. Je crois que c'est la principale raison. Mais est-ce que le gouvernement n'avait-il pas raison de réfléchir comme ça? Moi je dis oui, le gouvernement a raison. Parce que l'espionnage, la traîtrise nous fait tellement du mal, à tel point que nous assistons d'une manière passive aux assassinats, au meurtre des citoyens congolais. Quand vous lisez les livres de Charles Onana, Holocauste au Congo, omerta de la communauté internationale, il vous dit clairement qu'il y a plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. 500 000 femmes violées. C'est trop. Mais est-ce que, avec la levée de ce moratoire, nous pouvons, tant soit peu, arriver à résoudre ou à changer la donne? Moi, je dis oui. Mais seulement, les Congolais ne s'accordent pas sur l'essentiel. C'est les malheurs que nous avons. On politise tout dans ces pays. Même quand il y a une décision salvatrice. Mais vous allez voir, les opposants et la majorité ne s'accordent pas sur l'essentiel. Et très souvent, nous sommes dans la distraction. Et l'ennemi continue à piller, l'ennemi continue à tuer, l'ennemi continue à nous infiltrer davantage. À chaque fois que nous avions négocié avec les M23, CNDP, RCD, la conséquence c'était quoi? L'infiltration de notre armée, l'infiltration de nos services de renseignement. Est-ce qu'il fallait continuer à négocier? Non, le président Tshisekedi a dit non. On ne peut plus négocier avec les M23. C'était déjà un bon départ. Mais maintenant, je vois des intellectuels, permettez-moi de le dire comme ça, des intellectuels moutons. Vous allez voir un professeur d'université, un grand messier, qui ne réfléchit que par rapport à lui, par rapport à ce que les Occidentaux ont dit. Mais il ne pousse pas la réflexion au-delà. On dit par exemple, la peine de mort viole l'article 16 de la Constitution. Mais que dit l'article 16 de la Constitution? La vie humaine est sacrée. Mais la vie humaine est sacrée. Ici, il ne s'agit pas des exécutions sommaires.
Il y aura bel et bien des procès. Madame, monsieur, vous avez tué. Vous avez été dans l'espionnage. Les avocats sont là en train de défendre de votre cause. Et si et seulement si le tribunal constate que vous êtes coupable, on vous condamne à mort. Et les modalités, il y a un arrêté de 1879 qui a donné les modalités. Par exemple, pour les civils, la peine de mort, comment on va l'exécuter? Pour les civils, c'est la pendaison. Pour les militaires, c'est la fusillade. Est-ce que ça viole la sacralité de la vie? Non, moi je dis non. La vie humaine est sacrée, certes. Mais si vous posez des actes infractionnels, alors que nos lois les prévoient, quoi de plus normal qu'on puisse appliquer la loi? Merci beaucoup, Maître Yannick Vombi. Je donne la parole à Maître Gédéon Kolela. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort en République démocratique du Congo? Ok. D'abord, je salue mon co-débatteur parce qu'il a fait une introduction magistrale. Mais moi, je voudrais commencer par démontrer quel est l'objectif de la peine de mort. La peine de mort, il faut dire, si je dois faire un peu une lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu la suspension de la peine de mort. C'est-à-dire que les jugements ont toujours été rendus qui condamnent effectivement des personnes coupables et avec des peines capitales, mais c'est l'exécution qui posait problème. C'est-à-dire que c'est l'exécution qui pose problème. Je pense que lorsque le président de la République a dit que la justice est malade, il faut être factuel, objectif, suivre effectivement qu'est-ce qu'il dit. Il se plaignait sur un point, et je vois que les gens ne voient pas ça, que on peut arrêter quelqu'un, les juger pour avoir détourné, mais au final, nous ne voyons pas cet argent retourner. Qu'est-ce qui a posé problème là-bas? Pourquoi cela a constitué les inquiétudes? C'est-à-dire que c'est l'exécution qui pose problème. Parce que, effectivement, lorsque vous arrivez, parce qu'il faut respecter effectivement la démarche de la justice pour que nul ne puisse pas dire que il a été condamné injustement, c'est-à-dire qu'il faut commencer par la première instance, vous allez en appel, et en appel, si vous exécutez un jugement et que la Cour de cassation a pu revoir pour ne pas, pour acquitter la personne, c'est-à-dire que c'est lui qui avait exécuté, il va payer avec les amendes, donc dommages-intérêts. C'est pour ça qu'il faut attendre la Cour de cassation. Donc la haute cour se prononce pour que l'exécution ne pose pas problème. C'est-à-dire qu'ici, c'est la même chose. J'ai pris cet exemple pour expliquer qu'effectivement, on a jugé des gens, on les a condamnés à mort. Vous avez les cas d'Edi Kapend. Et c'est l'exécution qui posait, on a dit non, on ne va pas exécuter des gens. Maintenant, moi, je pense que le plus important, c'est comprendre pourquoi la peine de mort. Selon mes recherches, elle reposait sur les fantasmes que les États devraient se débarrasser de toute personne physique jugée incorrigible, dangereuse et indésirable pour ces motifs. La peine capitale a longtemps été une notion universellement acceptée. Regardez aujourd'hui, vous avez un Koulouna qui ôte la vie à quelqu'un. Celui-là, il a droit d'ôter la vie, mais quand on les juge, on les condamne, on dit non, non. Donc, il ne faut pas l'appliquer la peine de mort. Mais lui, au moins, il a droit de donner la mort.
dans la lecture de commémorative de notre passé, il vous a dit ici que nous avons des gens, des vautours, qui ont profité des cadavres innocents des Congolais. Pour eux, ils ont considéré que le Congo, c'est un butin de la guerre. Et qu'une manière de participer ou de partager le pouvoir, ou d'avoir une place préditionnelle de la prédiction dans la gestion de la chose publique, c'est tuer les Congolais. Et c'est comme ça qu'il y a eu un phénomène de génération spontanée. Et ces générations spontanées, nous avons vu ceux qui sont venus avec l'AFDEL, qu'à un certain moment, ils ont créé RCD. RCD, aujourd'hui, nous avons M23. Et aussi, il y a les autres qui se sont dit, nous n'allons pas nous laisser comme ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Kagame trouve l'astuce pour dire, non, mais ce qui se passe au Congo, c'est un conflit interne. Pourquoi? Parce qu'on remarque, donc ça c'est, je vous ai montré pourquoi, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont très dangereuses. Des personnes qui, les conseils ne passent pas. Les personnes qui, après avoir passé 3 ans en prison, il sort, il devient encore plus dangereux. Dans des personnes qui sont incorrigibles. Donc, qui sont incorrigibles. Alors, et si vous regardez bien, tous les États qui sont passés par cette expérience-là, parce qu'avant de penser à une mesure qu'on a appelée moratoire, il faudra faire la lecture des événements. Vous savez, la dernière fois qu'on a exécuté en France, donc la personne qu'on a exécutée, c'était Amida Djaboubi. J'ai vu me regarder. C'est la dernière personne à subir la peine de mort en France dans l'une des prisons de Marseille. Mais c'est en 1977, si nous devons parler les Français de Belges. Mais la 5e République a commencé avec De Gaulle. C'est-à-dire que même en 5e République, on est arrivé à faire quoi? À donner la mort à quelqu'un qu'on a trouvé qu'il était dangereux. Il était dangereux. Alors, si vous regardez aux États-Unis, un État de vieille démocratie, s'il faut dire, pas plus tard que cette année, ici, on venait d'exécuter quelqu'un. En Chine, la peine de mort existe. En Corée du Sud, quoique la dernière fois qu'ils ont exécuté, c'était en 2014. Mais quand vous regardez tous ces États-là, vous voyez que les hommes sont caractérisés de valeurs fondamentales. Parce que lorsqu'on parle de valeurs, ce sont le produit de l'éducation d'après l'enrichissement de notre esprit. Parce que les Congolais, la plupart, nous avons un problème. Parce que la crise qu'on a d'abord, c'est la crise d'hommes. Nous n'avons pas des hommes vraiment affectés des complexes affranchis qui sont passés par les étapes qu'on appelle des étapes de la conscience. C'est d'avoir la bonne conscience, être la dignité personnelle et de l'honneur. Et aussi les actes de la conscience. C'est quoi? L'examen des consciences. C'est-à-dire, avant de poser un acte, vous devez faire examen de conscience. La prise de conscience. Et aussi, l'interrogation de la conscience. Parce que les gens arrivent à vendre la conscience ainsi facilement. À cause de 50 000 $. Vous avez suivi, il y a dans les tweets, je vis une vidéo où le gouverneur militaire s'est plaint. Il dit même les prêtres qui viennent le voir, il demande de l'argent. Et quand il dit qu'il n'a pas l'argent, il dit, mais nous, écoutez, mais nous, on faisait nos affaires avec les Codeco, et tout ça, de l'or. Et si vous ne voulez pas nous donner de l'argent, il faut au moins accepter que nous puissions vous amener du cash sur la table. Donc vous voulez dire que les mal se trouvent dans l'homme congolais? Mais oui. Donc la crise qu'on a, c'est d'abord la crise d'homme. Je venais de vous donner des éléments ici. La deuxième crise qu'on a, c'est la crise de l'éducation. Parce que l'éducation est capitale que si les concepts entreprennent
le développement. Qu'on ne peut pas parler du développement si on n'arrive pas à poster un système éducatif lequel nous permet de connaître ou d'avoir la connaissance de notre environnement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le donc, pays... vous pensez repenser le système éducatif congolais? Donc, je pense qu'on ne peut pas se développer s'il n'y a pas des inventions. On invente quoi, nous? Je félicite quand même parce que l'éducation, c'est... Donc, il faut savoir que si nous voulons nous développer, il faut avoir les inventions. Il faut avoir des génies propres. Mais si vous voyez nos enfants, les livres avec lesquels ils étudient aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans ou 35 ans où j'étais à l'école. Mais je trouve que ce sont les mêmes livres que nos enfants étudient, Ce Monde merveilleux et tout ça. C'est-à-dire que nos enfants sont incapables de finir le cycle de l'humanité et travailler quelque part. Vous voyez? Donc je vois, même ce que nous parlons aujourd'hui, la peine de mort, je vais vous montrer ici, les livres, les codes pénals ici, c'est 1958. C'est 1958. Donc nous n'arrivons pas à innover. Mais parce que c'est le code pénal qui a institué cette loi. De quel droit une catégorie de gens pouvait se mettre au coin pour dire que non, nous prenons le moratoire. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des vautours qui ont profité des cadavres innocents des Congolais, qui ont voulu se protéger. Merci beaucoup. Alors, c'est une loi. Parce que j'ai entendu aussi les gens dire que non, ces gouvernements ne pouvaient pas prendre ces mesures. Non, mais cette mesure a été... Donc, il y a la théorie en droit administratif, c'est sous réserve de nos amis, la théorie de l'acte contraire. Qui paie le moins, paie de plus. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela. Je donne la parole à Maître Godefroid Ilunga, professionnel des droits et avocat, pour ou contre la peine de mort ici en République démocratique du Congo. Merci bien, madame. Je crois que je vais commencer d'abord par une question aujourd'hui en discussion. Je crois que mes amis qui sont intervenus avant moi ont pu l'aborder. C'est celle de savoir est-ce que la peine de mort elle-même existe encore sur le plan constitutionnel dans notre pays, ou bien elle n'a pas, ou elle a été déjà abolie. Parce que j'ai entendu un peu ce point de vue-là être développé par beaucoup de gens, notamment ceux qui sont en train de condamner le moratoire, la levée du moratoire opéré par le gouvernement. Ils sont en train de se référer justement à l'article 16 de la Constitution, je n'y reviendrai pas, mais plus à l'article 61 de la Constitution, en disant que la Constitution a dit qu'on ne peut pas déroger, n'est-ce pas, au droit de la vie qui est consacré par l'article 16. Je ne veux pas, et après ça, je vais, je crois, parler un peu du moratoire même qui a été institué dans notre pays, dire est-ce que réellement on pouvait instituer le moratoire avant de pouvoir parler du pouvoir, n'est-ce pas, qu'a le gouvernement actuel de lever ce moratoire-là. S'agissant d'abord de l'existence de la peine de mort dans notre pays, je crois que l'article 122 de notre Constitution, qui parle ou qui est sous la section de la Constitution ici, qui traite des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, cette disposition donc qui fait la différence entre la loi et le règlement a dit que sont du domaine de la loi, je suis à cet article au point 6, qui dit ceci: sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant, et le point 6, la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale. Je vais m'arrêter là. La détermination des infractions et des peines dans notre pays sont
ou est du domaine de la loi. Ça ne relève pas du domaine du règlement. Donc c'est pour dire, la loi, on sait qui fait la loi dans notre pays, et c'est le seul qui peut, n'est-ce pas, fixer la loi. Ça c'est de 1. De 2, est-ce que un certain pouvoir dans ce pays peut déroger à la loi? Parce que dans notre pays, l'article 5 du Code pénal, on vous en a parlé, a institué la peine de mort. Donc, dans la nomenclature des peines applicables dans notre droit pénal, il y a la peine de mort. Cette disposition dit: les peines applicables aux infractions sont, et au point 1, la mort. Donc ça, c'est dans notre loi. Alors maintenant, nous arrivons dans cette constitution ici. On dit que le droit à la vie, c'est un droit sacré. Et que l'article 61, dans l'article 16, la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Et l'article 61, dont on a souvent parlé, qu'on nous vante, dit ceci: en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Et au point 1, le droit à la vie. Alors, ceux qui disent que le moratoire ne devait pas être levé et qu'on ne pouvait donc pas appliquer la peine de mort, s'accrochent à ces dispositions pour dire que la peine de mort normalement n'existe plus dans notre droit parce qu'elle est devenue inconstitutionnelle. Je tiens ici à donner juste à titre d'information, ce fait ici, c'est que je crois que c'est en 2011, la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo a eu à être saisie de cette question et à se prononcer. En disant ceci notamment: n'est pas fondée l'exception d'inconstitutionnalité des articles 156 et 158 du Code pénal, livre 2, punissant l'infraction d'association des malfaiteurs, de la seule peine de mort qui est abolie par l'article 61.1 de la Constitution, car cette disposition n'abroge pas la peine de mort. Ça, c'est la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo, dont siégeant en matière de constitutionnalité de loi, donc faisant office, n'est-ce pas, de l'actuelle Cour constitutionnelle, dont les décisions s'imposent aussi bien à nous qu'au pouvoir public, n'est-ce pas, dans notre pays. Elle a interprété ce qu'il faut entendre par l'article 61. N'a pas abrogé la peine de mort. L'interdiction de déroger au droit à la vie signifie simplement qu'en dehors des cas prévus par la loi, le droit à la vie est protégé en toutes circonstances et qu'il ne peut être mis fin à la vie d'autrui de manière arbitraire. Cela n'exclut pas que lorsque vous avez, n'est-ce pas, commis un acte qui vous rend passible de la peine de mort, qu'on ne peut pas prononcer la peine de mort. Nous savons que depuis qu'il y a eu ce moratoire, les juridictions dans notre pays ont continué à prononcer la peine de mort, mais le moratoire a fait qu'on ne pouvait plus exécuter. Mais le moratoire en question, il vient de qui? J'ai cherché un peu. Il y en a qui disent que c'est le gouvernement, il y en a qui disent que c'est le Parlement. J'ai entendu mon estimé confrère parler de la théorie de l'acte contraire. Bon, d'autres disent que c'était une résolution. Je n'ai pas
bonne information sur la question, mais je vais aborder toutes les hypothèses. Le Parlement prend une résolution, n'est-ce pas, instituant un moratoire. Le moratoire n'a pas suspendu la peine de mort comme telle. Il a suspendu l'exécution de la peine de mort. Cela voudrait, en d'autres termes, dire quoi? C'est que quand on prononce la peine de mort, le moratoire fait obstacle, n'est-ce pas, seulement à l'exécution. Et c'est la situation que nous avons continué à subir ou à observer dans notre pays. Mais malheureusement, c'était sans compter avec le fait que, en vertu de l'article excusez-moi. On peut aller, vous allez les retrouver. On peut donner d'abord la parole à Maître Claude. Je suis là. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je crois que c'est l'article 149 ou 150 de notre Constitution qui dit qu'en aucun cas, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne peuvent s'opposer à l'exécution des décisions. Nous avons aujourd'hui dans notre pays la séparation de pouvoir. Il revient au pouvoir judiciaire, lorsque la peine existe, qu'elle est dans la loi, de la prononcer dans le cas d'espèce, dans le cas dont, n'est-ce pas, il est saisi. Les cours et tribunaux qui sont indépendants et une fois rendus, la justice est rendue au nom, n'est-ce pas, du peuple congolais, mais les décisions judiciaires sont exécutées au nom du président de la République. Même le président de la République ne peut pas s'opposer à l'exécution des peines. Il a certes le pouvoir d'accorder la grâce, de commuer des peines dans certaines, mais il doit agir, n'est-ce pas, au cas par cas ou lorsque les conditions sont réunies. Merci mais arriver donc... Vous avez terminé votre temps de parole, je suis obligé de donner la parole à... Ils ont parlé, ils ont pris beaucoup plus de temps que moi. Maître Claude Ngoma et puis vous allez revenir après. Ah, j'allais parler quand même de... Vous allez revenir. Vous allez revenir. Vous pouvez noter ça quelque part. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maître Claude Ngoma, pour ou contre la peine de mort en République démocratique du Congo? Très bien, Madame Esther, je suis pour. Mais pour moi, ce qui me choque, c'est au niveau de la procédure. Je suis parfaitement d'accord avec les analyses de mes estimés confrères ici sur ce plateau. Mais moi, je me pose deux questions que j'estime être des questions de fond. L'opportunité et la célérité de cette décision. Parce que la loi est là pour corriger. Pour corriger des gens qui s'est méconduit dans la société. Voyez-vous? Et aujourd'hui, la peine de mort sert d'exemple. C'est une peine sévère, mais qui sert d'exemple aux autres ou des compatriotes qui se méconduisent dans la société. Mais parlons maintenant de la procédure. Nous sommes dans un pays où nous avons toutes les institutions en place. Moi, je vois déjà que ces moratoires qui a été décrété en 2003, c'était en violation même de la procédure. Parce que un gouvernement ne peut pas, comment donc, il ne peut pas voler ou emprunter les prérogatives du pouvoir législatif. Voyez-vous? Mais ici, nous constatons que la décision qu'est-ce que je veux dire? Cette décision de moratoire prise en 2003, c'était le gouvernement. En lieu et place,
que ce soit le Parlement. Et aujourd'hui, cette levée émane du gouvernement. Alors que l'exécutif n'a pas compétence à statuer ou sur ce qui est de la compétence du pouvoir législatif. C'est là où moi je parle du procédure. Et peut-être d'aucuns pourront dire que voilà, c'est le gouvernement qui avait pris cette décision, justement pour rencontrer mon estimé confrère, quand tout à l'heure il a dit la théorie de l'acte contraire. Voyez-vous, tel que c'était le gouvernement en 2023, et donc c'est aussi logique que le gouvernement en 2024 lève cette décision de moratoire. Moi j'ai dit non, ça c'est ne pas respecter les institutions de la République. J'aurais bien voulu que le gouvernement saisisse le Parlement. C'est là où moi je vous parle de l'opportunité. Vous voyez, on devait d'abord rester serein, froid. On attend que le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif, soit installé. Donc c'est un peu fait avec précipitation. Avec précipitation. À la va-vite. Oui, avec précipitation. Parce que cette question du moratoire, il y a plusieurs sous-questions qui rentrent en ligne de compte. Si on veut abolir ou maintenir la peine de mort, mais ça nous oblige à revoir notre code pénal. Tel que mon estimé confrère venait de le dire, nous avons un code élaboré en 59. Est-ce que vous pouvez comprendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 64 ans après, cette loi n'a jamais été révisitée? Ça allait faire l'objet d'un projet de loi modifiant et complétant. Oui. Et moi ici, j'ai dit, bon, ok, la levée, je suis d'accord. Mais où est la place de tous ces coulons en cravate dans cette décision qu'a pris la garde du Sceau, la ministre de la Justice. Je les salue, Madame Rosuto. Où est la place de coulons? Parce qu'ici, il y a une notion de traitise qui rentre en ligne de compte. Mais est-ce que quelqu'un qui détourne l'argent du contribuable n'est-il pas aussi traître? S'il vous plaît, Maître Code, je suis tentée de vous poser une question. Quelles sont les infractions qui sont susceptibles de peine de mort? Ben oui, parce qu'il faut déjà comprendre que la peine de mort, c'est une sanction lourde. Voyez-vous? Et donc, il y a... Malheureusement, avec moi ici, j'aurais bien voulu parler avec les textes, mais je n'ai pas les textes. Je risquerais de... Mais je vais quand même essayer. Par exemple, quand vous prenez l'entreprise criminelle avec mort d'homme, c'est passible d'une peine de mort. Quand le Koulouna possède par tuerie, c'est aussi passible de peine de mort. Quand il y a je veux dire encore, ça c'est moi, je ne sais pas si les textes le prévoient, mais en cas de détournement de 20 millions de dollars, 10 millions de dollars, 400 millions de dollars, c'est aussi passible de peine de mort. C'est ce que dit la loi. Non, ça c'est selon moi. Là, j'ai bien dit. Moi, je vois les choses comme ça parce que la peine de mort a comme leçon à décourager les pratiques, tous les pratiques, les mauvais pratiques. Ça doit avoir un effet dissuasif. Voilà. Voyez-vous? Et cette peine ne se prononce pas n'importe comment. Il y aura l'audience, et il y aura débat, il y aura des avocats qui vont passer à la défense, et jusqu'à ce que le tribunal, le juge ou la composition, dans leur ultime conviction, ils vont maintenant statuer pour dire maintenant, écoutez, ici à flagrance, et ceci est passible d'une peine de mort. Vous voyez? Mais aussi, au-delà de ça, la RDC est aussi signateur du pacte de droit de l'homme, du droit universel de l'homme. Vous voyez? Et moi, je suis en train de réfléchir à l'amnistie internationale. Je suis un peu en train de réfléchir. Est-ce que cette décision prise en 2023, il n'y a eu pas des influences extérieures? Parce que aujourd'hui,
déjà je comprends, au lendemain de la levée, de cette décision de la levée du moratoire, il y a déjà l'Union européenne qui a monté au créneau pour fustiger cette décision. Mais je me pose maintenant la question, est-ce que ce n'était pas l'Union européenne à son temps qui avait séduit un peu l'État congolais pour justement être compté parmi les pays qui vont abolir le droit, la peine de mort? Parce que nous devons... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, de débattre sur ça, tout simplement parce que la décision émane du gouvernement. Mais si c'était une décision émanant du pouvoir législatif, là, on n'allait pas vraiment épiloguer là-dessus. Parce que comprenez que nous avons une séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif est là justement pour légiférer. Quand il s'agit de loi, tout, c'est à son apanage. Le pouvoir judiciaire est là justement pour veiller à l'application de la loi. Vous voyez? Mais quand un gouvernement prend une décision en lieu et place du gouvernement, ça pose problème. Et donc ce n'est pas parce que Kabila et son gouvernement l'avaient fait à son temps et qu'aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi aille aussi dans le même volet. Je pense que cette décision, encore que c'est une décision du ministre, mais moi je pense que cette décision, nous pouvons encore insister sur le gouvernement que ça soit déposé devant au niveau de l'Assemblée nationale pour examiner cette décision à fond. Parce que c'est à l'apanage ou à la responsabilité de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Côté réaction, il y a également le cardinal Ambongo qui s'est prononcé sur cette question. Pour lui, c'est véritablement un pas en arrière. Le cardinal indique, je cite, « Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. » Maître Yannick Vombi, comment vous réagissez par rapport à cette position? Bon, avant de répondre à votre question, je dois quand même revenir sur deux, trois petites choses que j'ai entendues ici. Bon, lorsque mon ami Claude Ngoma revient sur la procédure, je note quand même qu'il y a... Bon, on doit éclairer l'opinion. Jusqu'en 2003, il y a eu une recommandation de l'Assemblée nationale. Recommandation, c'est une demande insistante faite au gouvernement. L'Assemblée nationale n'avait pas voté une loi. Alors, elle a demandé au gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent pour suspendre l'exécution de la peine de mort. Et à l'époque, on avait pris une circulaire. Chose qui est faite au jour d'aujourd'hui. Seulement, on n'est pas allé demander à l'Assemblée nationale. Lorsque mon ami dit, par exemple, qu'on doit prendre les textes déposés à l'Assemblée nationale, il s'agit de quel texte? Les circulaires ne peuvent pas être envoyés à l'Assemblée nationale. Ce que l'Assemblée nationale devait faire en principe, c'est, dans ses prérogatives, réviser le code pénal. L'adapter aux réalités. Aux réalités actuelles. Actuelles, si vous voulez. Mais il fallait réviser les lois. Il n'y a pas seulement le code pénal, il y a aussi le code militaire. Donc pour vous, le code pénal est devenu obsolète? Non, ça date de 1940. Il y a quand même certaines dispositions qu'il faut l'adapter aux réalités. Ça c'est vrai, ça date de 1940. Mais vous avez aussi posé une question importante à Claude. Quelles sont les infractions pour lesquelles... Oui. Là, on doit vérifier les textes, mais quand vous lisez le code pénal militaire, il y a des infractions dans lesquelles il n'y a que les militaires qui peuvent les commettre, qui sont passibles à la peine de mort. Par exemple, la fuite devant l'ennemi. Un militaire au front ne peut pas fuir. Ça, c'est la peine de mort, la peine capitale. Il y a aussi l'abandon. Ce sont des infractions contenues dans le code militaire. Il a aussi cité l'assassinat, le meurtre, le koulouna. Je vais vous donner les dispositions, je suis en train de les chercher. Alors, moi, j'aime rester factuel. Je ne suis pas contre le juridisme, ce que mon ami fait, je ne suis pas contre le juridisme, mais j'aime rester factuel. Il y a un problème, le fait c'est quoi? Vous avez
les chefs d'état-major, je pense mes mots, un chef d'état-major qui vous dit trahison et l'équipe armée. Vous savez, réunion à 10h, à 10h05, l'ennemi a l'information. Madame, ça c'est grave. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes dans une situation de guerre. Maintenant, là. De fait, hein, de facto, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas une ordonnance. Mais nous sommes en guerre. Et à 2 minutes, 3 minutes, l'ennemi est au courant de toutes les réunions tenues. C'est extrêmement grave. Je réponds à mon ami Claude lorsqu'il dit, est-ce qu'il y avait opportunité? Si, il y a opportunité. Pourquoi la célérité? Mais, cher ami, on est en train de tuer nos frères. C'est plus que... Il faut utiliser les termes plus que la célérité. Donc, il y avait opportunité. Ce qui justifie cette célérité. Il fallait vraiment le faire. Est-ce que si on commence à condamner à la peine, on commence à exécuter la peine de mort, ça va réduire... ça aura un effet dissuasif sur... Oui, je crois déjà à ça. Mais est-ce que ça va encore réduire le nombre de l'espionnage, des traîtrises? Moi, je crois oui. Parce que la peine a aussi une fonction intimidatrice. Madame, nous sommes avec vous, des militaires. J'apprends que mon ami a été arrêté, condamné et fusillé. Moi, je peux avoir peur. Madame, dans les contextes actuels, il est pratiquement impossible de gagner une guerre. Mais ceux qui sont qualifiés des traîtres, alors faudra-t-il les identifier? Mais c'est ça le travail de la justice. Voilà pourquoi. À l'exécution de cette peine. Exactement. Ça, c'est le travail de la justice. La justice va faire son travail. Mon ami a une jurisprudence. Je l'ai dit au début. Il y a des intellectuels moutons qui ne peuvent pas aller au-delà de ce que les Occidentaux ont dit. Lorsqu'on parle de la vie humaine et sacrée, cela veut dire quoi? Il faut éviter les exécutions sommaires. Il faut éviter comment dire, bon, les mots va venir. Les exécutions sommaires. Toute décision d'un tribunal ou une cour légalement constituée qui prononce la peine de mort ne viole pas la sacralité de la vie. Ne viole pas ce principe-là. Alors beaucoup de gens tombent, la vie humaine est sacrée, c'est comme si mon aîné était en train de dire un koulouna, il prend sa machette, il vient, il le tue. Là, le principe de la sacralité de la vie ne s'impose pas. Mais maintenant, lorsqu'on va commencer à les poursuivre, on les juge, il y a les gens des droits de l'homme qui viennent pour dire non, on viole la vie humaine. Ça, ce sont les Occidentaux qui nous ont appris ça. Mais ce n'est pas comme ça. Alors, vous avez cité ici, en termes de réaction, les cardinals. Moi, quand j'ai suivi... Qui parle d'un pas en arrière, pour lui, c'est un pas en arrière. Bon, en d'autres termes, lui, il est content que nos populations continuent à se faire massacrer. Quand je l'ai suivi, sincèrement, je dis, ça peut peut-être choquer, mais moi, j'ai quand même l'habitude de dire la vérité. C'est l'un des cardinaux les plus moyens que nous avons connus. Pour preuve, il ne sait pas haranguer le peuple derrière lui. Il y prend toujours des positions en contre-temps. Madame, posez la question à tout Congolais sérieux. Tout le monde, sauf, sans exception, qui nous voulons l'exécution de la peine de mort. D'autant plus qu'on ne va pas prendre des innocents. Il y a un problème que tout le monde soulève de notre justice, c'est vrai. Mais aller aux États-Unis d'Amérique, c'est ligne de justice où il y a plus d'erreurs. Vous allez voir, on condamne quelqu'un à 200 ans, 80 ans, 80 ans, 90 ans après, on se rend compte que c'était une erreur. Et quelqu'un a déjà vieilli en prison. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur, c'est impossible. C'est une œuvre humaine. Mais on doit continuer, n'est-ce pas, à former les magistrats. Il y a des erreurs qui seront irréversibles. Mais malheureusement, mais nous sommes dans une situation où il faut prendre des décisions fortes, madame. J'ai suivi encore la déclaration de l'Union européenne. Vous savez que ces gens-là, ils nous prennent comme des petits enfants. Mon aîné était en train de vous rappeler. Vous savez que jusqu'aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, certains États appliquent la peine de mort. Vous avez déjà entendu l'Union européenne ouvrir sa petite bouche? Madame, ici, non loin de chez nous, en Égypte, on applique la peine de mort. En Russie, en Chine, est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là ouvrir la petite bouche? Mais pourquoi seulement au Congo? Ce sont eux qui arment les Rwandais.
Ce sont eux qui demandent au Rwanda de nous tuer, de nous massacrer comme des petits enfants. Et ce sont eux qui veulent nous donner des leçons. Ils sont malades. Madame, salus populi, suprême Alex. Les salis du peuple, c'est la loi suprême. Ils n'ont pas des injonctions à nous donner. Nous avons constaté que pour mettre fin à cette guerre, madame, même mon fils qui a 7 ans, il sait que cette armée est infiltrée. Il sait qu'il y a des espions. Il sait qu'il y a des traîtres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait trouver une solution. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que le cardinal veut nous dire? Madame, depuis qu'on avait décrété le moratoire, en 2003, jusqu'en 2024, aujourd'hui, avant la décision du VP, nous avions 10 millions de morts. 10 millions de morts. Et si vous, lorsque vous lisez les différents rapports, les différents rapports des 14, oui. Bon, je vais citer pour que Maître Gédéon puisse prendre la parole. Madame, moi je vais dire aux Congolais qui vont nous suivre, ils doivent faire un effort de réfléchir au-delà des Blancs. Toutes ces réflexions que vous voyez, même des professeurs d'université, ce sont des réflexions des Occidentaux qui ne collent pas à nos réalités. Nous avons un problème, il faut mettre fin à ces problèmes. Le problème, c'est la traîtrise, c'est l'espionnage. Comment le faire? Une fois qu'ils sont dénichés, il faut les condamner à mort et l'exécuter. Merci beaucoup, Maître Yannick Vumbi, Maître Gédéon Kolela. Toujours dans la foulée des réactions. Dans la foulée toujours des réactions, il y a Denis Mukwege qui dénonce, je vais dire, un recul du système de protection des droits de l'homme à travers justement la levée du moratoire sur la peine de mort. Comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, je sais qu'il a relié le cardinal, c'est-à-dire qu'il a perroquet. Donc il s'est comporté comme un perroquet pour répéter ce que les autres j'ai entendu, même d'autres opposants qui ont réfléchi par procuration parce que le cardinal a dit. Et moi, ça me fait mal. Je suis en train de suspecter le cardinal dans la mesure où je vis le général là qui nous dit qu'il y a même des prêtres qui sont complices. Et je ne suis pas aussi étonné. Je suis en train d'arriver. Et je ne suis pas étonné aussi des cardinaux. Du fait qu'il fait partie des gens qui ont contribué, donc ici je parle en termes de l'Église, de l'esclavagisme. Vous savez qu'on a essayé un peu de confondre avec la civilisation. Donc c'est comme ça que l'Église catholique était une institution qui a servi de la colonisation de nègres et tout ce que vous connaissez. Donc alors je les considère comme ça. Mais il doit savoir qu'il est cardinal pour l'évangile. Je l'ai même entendu, il parle, est-ce que lui, la mission qu'il a reçue, il l'a accompli? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des pédophilies qui se commettent dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, il y a la simonie, il y a l'impudicité de prêtres. Donc, vous voyez, qui en gros, c'est tout cela. Ça n'a pas encore terminé. Donc, à ce niveau-là, parce que lui veut montrer que ce sont les autorités qui sont traîtres, mais c'est lui le premier traître, parce qu'il y a des prêtres qui nous ont laissé les enfants ici. Je peux commencer à les citer, donc d'autres, bon, je ne suis pas raciste, mais d'autres éviter des attaques personnelles. Non, non, mais quand quelqu'un fait une critique, il s'invite à un débat. C'est ça aussi le problème. Il s'est invité à un débat, on doit parler, on doit montrer ce qu'il est. Donc il n'a jamais contredit l'Union européenne. Il est agent de l'Union européenne. Vous savez qu'il a une nationalité italienne par sa fonction. Et que si les choses viennent aujourd'hui, lui n'est pas totalement congolais. Il doit savoir, donc, et le peuple doit savoir cela. Mais vous savez, il y a d'abord Ngoma qui parle de contexte de la nécessité de l'opportunité. Effectivement, c'est là, ça se manifeste aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que vous avez ajouté la question de demander quelles sont les infractions. Donc, d'abord, nous devons savoir que l'État, c'est une communauté de biens qui, par son pouvoir, il protège ses intérêts et aussi les intérêts des privés. Et il doit assurer, donc c'est pourquoi on parle de la sûreté de l'État. La sécurité de l'État voudrait dire protéger les pays contre les crimes
et les délits qui mettent en danger la paix de l'État. Cette paix de l'État, donc, c'est-à-dire qu'ici nous avons les actes de trahison. Les actes de trahison, c'est une infraction qui mérite la peine de mort. Nous avons l'espionnage, il vous a parlé ici. L'espionnage, lorsque vous voyez un militaire qui a vendu les plans de guerre, donc les tentatives de rébellion. J'ai entendu quelqu'un dans un débat que je trouvais ici dire que est-ce que dans des pays où il y a la peine de mort, il y a eu est-ce que le taux de criminalité a diminué? Mais il faut dire a baissé. Je vais vous donner l'illustration plausible de Mobutu. Mobutu, lorsque au début de son mandat et qu'il a vu qu'il y avait tentative de rébellion, la première des choses, c'était qu'on puisse pendre ce genre-là. Et on n'avait jamais entendu parler de rébellion pendant que Mobutu. Mouzé a essayé, il en a eu pour son compte, il est parti jusqu'à ce qu'il est revenu avec l'AFDEL. Vous voyez? Donc on a restauré. Je pense que ce sont des mesures qu'il faut pour tous ces vautours qui ont y à profiter le cadavre innocent des Congolais. Encore qu'il faudrait bien les identifier pour que mais je partage la peur. Non, j'ai dit, il y a beaucoup de vautours. Je peux commencer à les citer ici, la liste est exhaustive. Heureusement qu'ils ont bénéficié de la loi de l'amnistie. Vous voyez, parce qu'un criminel revient toujours sur les lieux des crimes. Ce sont des criminels en cravate. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'ici, il ne doit pas dire que... Non, c'est-à-dire qu'on doit élargir. Mon professeur l'a dit hier, Bakandeja. Il faut élargir cette loi jusqu'au niveau de finances publiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui détourne 2 millions de dollars, même à partir de 100 000 dollars, donc il mérite une peine de mort. Parce que celui-là, il tue aussi les Congolais autrement. Il n'est pas différent de ceux qui tuent là-bas pour avoir de postes de responsabilité. Et lui, il a le poste de responsabilité. Il est en train de tuer les autres par la faim, par les impayements. Si nous connaissons aujourd'hui les cas des impayements, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la base. Vous voyez, de cette là, il faut penser. Donc ici, nous devons la peur, effectivement, est là par rapport à la justice. Des erreurs qu'on peut même appeler, comme on parle aujourd'hui, des erreurs matérielles. Donc ça peut arriver. Des erreurs qui seront irréversibles. Et vous savez que le danger est là, de dire que les juges n'ont que la loi et donc son intime conviction. Donc lorsque parfois la loi est muette et qu'il y a son intime conviction qui doit primer, à ce niveau-là, il y a un danger. Mais il y a toujours les mécanismes d'encadrement. Voilà pourquoi on parle de quelqu'un qui a été condamné et d'un jugement probant qui n'est pas susceptible d'aucun recours. C'est-à-dire que ce jugement a franchi toutes les étapes possibles. Donc, il faut savoir que lorsque le juge est partagé, donc peut-être entre l'indignation par rapport... il y a aussi des mécanismes. Même les juges sont aussi concernés. Il faut aussi qu'on puisse élargir cette loi jusqu'au niveau de la magistrature parce que nous nous plaignons aussi de cette justice. Merci beaucoup, pour un juge qui est dans les détournements, un juge aussi qui... Pour les motifs d'argent, il doit rendre un jugement pour plaire à un client, il doit aussi être pendu. Merci beaucoup, maître. On va chuter par cette réaction de Martin Fayulu qui affirme, je cite, la levée du moratoire sur la peine des morts en République démocratique du Congo par un régime qui bafoue la Constitution et les lois ainsi que les libertés et droits humains n'est pas étonnante. Dans un climat d'injustice généralisée, ces décisions menacent les résistants, opposants politiques en les exposant à des règlements de comptes, utilisant le concept flou des traîtres. La volonté affirmée du régime à consolider sa dictature est désormais claire. Maître Claude Goma, réaction. Non, mais c'est moi. Je comprends que M. Martin Fayulu, c'est un politique. Et au lieu d'aller dans le fond, lui, il nage sur un terrain politique. Et quand vous lisez son tweet, vous voyez que du début à la fin, ça a une forte dose politique. Vous voyez, au lieu de voir, d'analyser avec objectivité,
Parce que là, vous voyez, entre les lignes, il vous cite, il y a des menaces, des résistants, tout et tout. Alors qu'il a exhibé des danses ici pendant 5 ans, personne ne l'a être sérieux. Parce que ici, cette loi n'a pas une couleur donnée, d'une classe politique ou d'une tendance. Donc les opposants se sentent menacés. Non, mais moi je suis opposant. Moi je suis opposant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que le débat soit ramené au niveau du Parlement. Vous voyez, tel que nous avons réfléchi ici, il faut révisiter. Donc voilà la loi, mais pas la décision. Pas la décision. Vous voyez, parce que le code pénal date. Donc il faut l'adapter. Et même quand il s'agit de la peine de mort. Mais aujourd'hui, il faut savoir quels sont les modes. Pourquoi rester seulement dans la pendaison? On peut aussi utiliser d'autres mesures. Et tout ça, c'est le législateur. Il peut aussi prévoir, par exemple, sur les chaises électriques. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Vous voyez, par exemple, par piqûre. Vous voyez, et tout ça, ce sont des débats. Nous ne pouvions pas rester tout simplement, voilà, pendaison. Non. Mais c'est vrai, moi, je suis... La pendaison, c'est pour les civils, les militaires, c'est les fusillades. Oui, je comprends. Mais ici, moi, je soutiens cette décision, justement, pour décourager tout ce monde-là qui vont aller donc comploter contre la République. Vous voyez? Et aujourd'hui, quand je lis la décision ou le communiqué de l'Union européenne, je comprends facilement que l'Union européenne est dans joue un grand jeu. Il est dans un rôle actif dans l'instabilisation de la partie orientale de notre pays. Raison pour laquelle, quand le gouvernement veut prendre une décision qui va décourager toutes ces pratiques, il sort en premier. Et voilà, je voudrais bien emprunter le terme de mon estimé confrère, les moutons intellectuels qui sont ici. Les intellectuels moutons. Des intellectuels moutons qui ne suivent que la position de la de les mettre, les gens qui leur donnent de l'argent. Et voilà, ils vont nous réveiller. Et à cela, moi, même le cardinal Ambongo, je ne le retrouve plus. J'aurais bien voulu que lui aussi réfléchisse. Et Denis Mukwege dans la foulée. Mais quand Denis Mukwege, ce sont des sous-traités, ce sont des sous-traités de tous ces mondes-là. Vous voyez? Et donc, moi, je vais demander aux Congolais de pouvoir continuer à réfléchir et que ce débat ici soit vraiment un débat national qui doit arriver jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale pour que, enfin, tous ces peurs-là, toutes ces peurs-là, que voilà, il y aura des justices à double allure, voilà, non. Mais aussi, je vais demander au gouvernement de pouvoir porter des réformes de fond dans l'appareil judiciaire, justement, pour réduire de manière sensible les erreurs matérielles que nous ne cessons de vivre dans les années. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Je donne la parole à Maître Godefroy Lunga pour conclure, hein, parce qu'on est à la fin. Je crois que mes estimés confrères ont pris quand même beaucoup de temps. Malheureusement, nous, on n'en aura pas assez. Je voudrais d'abord dire ceci, c'est que, revenant au contexte dans lequel la mesure de la levée du moratoire a été prise, je tiens à abonder dans le même sens que mon estimé confrère qui a parlé des morts à l'Est. Plus de 7 millions de déplacés intérieurs. Des gens qui vivent parfois à la belle étoile, qui ont une vie d'instabilité. Et du fait de qui? Du fait parfois de certains de nôtres ici qui ont décidé de prendre des armes contre la République. Et ça, c'est un acte de traîtrise. J'entends le cardinal Ambongo dire, mais les traîtres, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Est-ce pour dire que ceux qui ont pris des armes là-bas ne sont pas, à ses yeux, des traîtres? Parce qu'il dit non, mais comment est-ce qu'on peut... Mais il y a des traîtres partout, il y a des traîtres dans le pouvoir, dans l'armée. Quand on parle de la traîtrise, je crois que le cardinal devrait s'entourer parfois d'une cellule juridique pour savoir de quelle traîtrise est-il question. Parce que lorsque nous parlons de la peine de mort, la traîtrise, c'est une infraction chez nous. Lorsque vous lisez l'article, vous avez posé la question ici, l'article 181 du Code pénal, sera coupable de trahison et puni de mort le Congolais qui portera les armes contre la République démocratique du Congo. Alors, lorsque vous prenez cette charge-là de prendre des armes contre votre pays, vous êtes un traître. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a détourné, il a détourné autant
que la loi ne les punit pas de la même peine et que vous allez dire que c'est lui le traître, mais l'autre n'est pas le traître. Je crois, vous avez parlé des droits humains. Regardez un peu qui sont en train aujourd'hui de parler de cette histoire, qui ont réagi à la levée du moratoire. Vous avez cité le cardinal Ambongo, vous avez cité Mukwege, vous avez cité Martin Fayoulou, puis l'Union européenne. Les Filimbi et les autres, je crois qu'ils ne sont pas en reste. Mais n'oubliez pas, le M23 aussi a réagi. Oui. Le M23 aussi a réagi. Mais ils réagissent pourquoi? Vous savez, la question de la peine, des infractions de peine, c'est une infraction qui relève de la politique, n'est-ce pas, criminelle de l'État. Et cette politique pénale de l'État, c'est une question de la souveraineté nationale. Nous devons étudier nos réalités, étudier nos besoins, étudier nos problèmes pour adapter la loi, n'est-ce pas, à nos réalités. Nous n'allons pas aujourd'hui nous dire, nous devons aller dans ce que les Blancs et les autres ont fait. Nous avons, et c'est une question, lorsque nous allons en droit international, qui est régie par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. La question de la souveraineté de notre pays ne peut pas... Moi, je m'étonne que l'Union européenne puisse prendre autant de liberté pour réagir à une question intérieure du pays. Nous sommes régis par le principe de la souveraineté, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Mais regardez un peu que ça fait un certain temps, on ne parle plus assez de la question de souveraineté. À un certain moment, on avait le président Mobutu et les autres. Vous lui posez la question, il dit, Madame, c'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Mais comment est-ce que cette question a été fragilisée? Le professeur Mampouya nous avait dit que c'est à la faveur du mouvement des droits de l'homme, des droits humains. Les droits humains, là, vous regardez, ça devient comme un instrument qui nous infantilise. Un instrument de domination, n'est-ce pas, de nos États, de nos gouvernements par l'Occident. L'Occident vient nous imposer un certain modèle. Et on nous dit, nous devons suivre ça. C'est ça la démocratie, c'est ça les droits humains. Nos dirigeants, lorsqu'ils vont, n'est-ce pas, à la tribune des Nations Unies, à l'Assemblée générale par exemple, suivez leur discours. C'est comme quelqu'un qui est sur le banc des accusés. Voilà, au chapitre des droits humains, nous avons fait telle chose, nous avons fait tel progrès, nous avons fait tel progrès. C'est ce que vous entendez ces gens comme les Mukwege. Les Mukwege, non, c'est un recul. Mais si vous pouvez conclure parce qu'on est déjà à la fin. Donc, n'oublions pas aussi que tout ce qui s'est fait, n'est-ce pas, à l'Est, ça participe, n'est-ce pas, d'un projet de balkanisation. Et qui sont derrière ce projet-là? C'est pourquoi je vous ai cité ces gens qui sont en train de réagir. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un certain projet? Et en conclusion? Regardez, n'est-ce pas, que lorsque on tue... Vous pouvez conclure. Je suis en train de conclure. Lorsqu'on tuait des gens à l'Est, ce sont les mêmes. La balkanisation est déjà réalisée à 80%. La balkanisation est déjà est presque déjà réalisée. On tue, on publie, n'est-ce pas, des images. On dit le gouvernement ne fait rien. Mais quand le gouvernement veut faire quelque chose, non, ce sont les droits humains. Donc ce sont des gens qui sont instrumentalisés tout simplement de l'intérieur pour s'opposer, et ça participe de la traîtrise. Comment un cardinal peut-il dire que le traître, ce sont ceux qui sont au gouvernement? Une manière de dédouaner ceux qui sont en train n'est-ce pas, de tuer des millions, et de se moquer aussi de ces millions-là. Donc, je crois que c'est pas donc pour terminer. Voilà. Finalement. La levée du moratoire, ce n'est pas comme Prince Epengela dit, la restauration de la peine de mort. On n'a pas restauré la peine de mort. Elle existe déjà. La peine de mort est déjà dans notre loi. J'ai dit ici, n'est-ce pas, que l'article 151 de notre Constitution dit que l'exécutif
ne peut pas s'opposer à l'exécution des peines. Le législatif non plus. Mon estimé confrère dit que ça devait être au Parlement. Mais ce n'est pas une question qui relève de la loi. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des recommandations, le Parlement intervient par recommandation dans une matière qui ne relève pas de la loi. La loi est déjà là, elle est claire, elle existe. Nous serons obligés de rendre l'antenne pour l'édition, la grande édition. Merci, très cher invité. C'est donc par là que se termine cette émission, la grande tribune. Je vous retrouve demain avec les mêmes plaisirs.